Bonjour à tous et bienvenue dans Rendez-vous en air inconnu, épisode 3. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière le CEREA, le Centre d'études et de recherche en environnement atmosphérique, un laboratoire commun, École des Ponts ParisTech, R&D, EDF. Il se situe sur deux sites, l'un étant le 77 à Champs-sur-Marne, où nous sommes en ce moment, et l'autre dans le 78 à Château. Et pour comprendre comment fonctionne ce centre d'études et de recherche, quels sont les axes de travail scientifiques majeurs, qui sont les chercheurs qui mettent leurs connaissances au service de la société, qui ne font pas d'ailleurs que chercher, ils trouvent aussi, vous verrez, eh bien c'est Patrick Massin, directeur du CEREA, qui va nous éclairer sur tous ces sujets. Il est accompagné de Martin Ferrand, directeur adjoint du CEREA. Martin et Patrick, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le CEREA et nous raconter un peu son histoire? Oui, alors le CEREA, c'est le Centre d'enseignement et de recherche en environnement atmosphérique. C'est un laboratoire commun entre EDF et l'École nationale des ponts et des chaussées qui a été créé aux alentours des années 2000, donc en 2004 pour être plus précis, mais il résultait de forces déjà en présence au sein de l'École des ponts et chaussées, et puis aussi au niveau d'EDF où des groupes de recherche dédiés aux thématiques de pollution environnementale existaient déjà sur le site de Château. Et alors, quels sont les axes de travail majeurs qui sont entrepris? Alors, nos axes de travail sont en lien avec des enjeux de risque industriel, des enjeux de santé publique et des enjeux d'équipement en lien avec les territoires. Donc on peut penser notamment au sujet de la mobilité, avec les impacts que peuvent avoir les émissions, les rejets de véhicules automobiles, qui est un sujet tout à fait brûlant. Et alors la volonté, c'est de répondre aux besoins cruciaux de l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain et périurbain. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir justement estimer les impacts de certaines émissions. Donc là on a focalisé sur les émissions liées au transport. Mais dans le cadre des études qu'on peut faire côté EDF, ça peut être d'autres types de polluants. Et il faut donc être capable de pouvoir à la fois faire des analyses de l'évolution chimique de ces polluants dans l'atmosphère, de regarder comment ils se déplacent dans l'atmosphère de façon à pouvoir justement estimer les impacts au niveau des populations. Et puis de temps en temps, on n'a pas toutes les informations. Et il faut donc être capable de déterminer où se trouvent les sources d'émissions et en quelle quantité les polluants ont été émis. Et alors pas uniquement à l'extérieur, aussi dans les lieux de vie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'interaction entre l'environnement extérieur et puis ce qu'on peut retrouver au niveau des bâtiments. Donc on est capable de jouer sur les deux tableaux. Donc l'environnement extérieur agit comme un environnement de fond et on peut faire des analyses assez précises sur le transport des particules en fait au sein des bâtiments, et c'est le domaine qui est recouvert par l'aérolique dont Martin est un spécialiste. Quel est votre rôle à vous, Martin, au sein du CEREA? Alors au CEREA, je suis directeur adjoint et je pilote notamment l'axe qui consiste à l'étude et à la modélisation des écoulements au niveau atmosphérique local. Et donc il est en lien avec les deux autres axes du labo que sont la physique et la chimie de l'atmosphère, piloté par mes collègues côté École des Ponts, et l'axe assimilation de données, piloté par un autre collègue côté École des Ponts. Et alors vous parliez de partenariat, Patrick. Ça veut dire que finalement on parle de laboratoire commun. C'est beaucoup de monde autour de tout cet univers? Alors le laboratoire commun, ce sont déjà des chercheurs des ponts et d'EDF. Donc on a une équipe de 25 permanents. À cela, il faut rajouter des doctorants et post-doctorants, ce qui fait un laboratoire d'une cinquantaine de personnes dédiées à ces thématiques. Et effectivement, vous avez raison de le mentionner, on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement. Alors nous avons à la fois des partenariats industriels, donc sur notamment les industriels s'occupant des problématiques d'énergie
et de transport. Donc on retrouve l'influence d'EDF et puis une influence plus pont sur les territoires. Donc en lien avec ça, on a un contexte tout autour académique. Donc on va regarder des partenariats internationaux. On est aussi en lien avec l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont le laboratoire est un des laboratoires partenaires, donc, qui s'occupe de tout ce qui est impact environnemental donc, sur le climat et vice-versa, l'influence aussi du climat sur les études qu'on peut mener. Et la finalité, c'est quoi? C'est quoi l'objectif du CEREA? Donc, l'objectif du CEREA, c'est d'être capable d'estimer en fait, quels vont être les impacts d'émissions sur les territoires et les populations. Martin, oui, vous aviez envie de rajouter quelque chose? Du coup, pour compléter, pour répondre à cet objectif, on développe des outils de modélisation, donc notamment un logiciel de mécanique des fluides numériques. Alors en anglais, on appelle ça la CFD pour Computational Fluid Dynamics. Et donc ça permet de résoudre les mouvements d'air, là en l'occurrence, ou d'eau, mais pour ce qui nous concerne, c'est plutôt l'air, que ce soit, comme Patrick l'a dit, à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand on veut savoir comment se disperse un polluant, on pense à une fumée de cheminée ou des émissions de pots d'échappement, il faut connaître l'écoulement du fluide porteur. Ça, c'est grandement impacté par la turbulence, la thermique. Typiquement, si on chauffe la journée, le sol, on a des grosses cellules convectives qui vont bien mélanger. Et à contrario, la nuit ou en hiver, le sol est plus froid, refroidi et les stratifications atmosphériques conduisent à des niveaux de pollution plus importants. Donc, c'est ces outils de modélisation qui nous permettent de justement prédire la qualité d'air. Et on s'était déjà rencontrés, nous, sur l'épisode 1 et l'épisode 2 de Rendez-vous en air inconnu. Notamment, vous nous aviez fait une superbe démonstration à l'hôpital Saint-Louis, où on avait aussi rencontré le professeur Mimoun, donc pour nous parler des grands brûlés et de cette salle assez incroyable. Professeur Mimoun, qui d'ailleurs a fait une cérémonie, c'était les 10 ans de centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Il avait mis un coup de projecteur sur les travaux de recherche réalisés par le CEREA. Je vous propose de l'écouter. Je voulais remercier Christian Bochen depuis 2004 qui, avec les équipes de recherche du laboratoire CEREA, est partenaire scientifique du CTB et on s'est beaucoup intéressé à la contamination aéroportée. On a découvert des choses essentielles sur la contamination aéroportée qui nous ont même amené à être un peu spécialistes dans la contamination des appartements dans les villes. On nous a demandé des avis. Donc, vous voyez, la fusion des genres amène toujours à des avancées importantes. Donc là, avec le professeur Mimoun, on est d'accord que c'est sur la maîtrise des risques de contamination aéroportée uniquement. Tout à fait. C'est ce qui nous a intéressés, notamment pour designer les systèmes de soufflage, que ce soit des salles d'opération ou des portes qui séparent l'intérieur de l'extérieur des chambres. Mais aussi, ça a été très prégnant lors du Covid, où ce risque a été, je pense, perçu par le grand public et les outils de simulation nous aident à pouvoir aider au design, à aider la compréhension, améliorer le nettoyage des zones potentiellement contaminées. C'est les mêmes genres d'outils qu'on peut mettre en œuvre dans les stades de handball, par exemple, pour voir le temps de rinçage suite à des fumigènes. Ça fait partie des expériences que vous menez. Des expériences et des projets de recherche qu'on peut avoir avec un certain nombre d'autres labos qui sont spécialisés dans la mesure de concentration. Et nous, on a une expertise en termes de mesure sur la réalisation de scans 3D, comme on le verra plus tard, pour représenter finement l'intérieur des bâtiments et l'aérolique qui transporte les polluants.
Je vais revenir vers vous, Patrick, pour reparler des personnes qui travaillent avec le CEREA. Rappelez-nous, vous l'avez dit tout à l'heure, rappelez-nous juste en termes de chiffres et quels sont les profils de chercheurs qui sont au CEREA. Oui, alors donc on est une cinquantaine de collaborateurs au sein du laboratoire. Donc on est répartis sur 2 sites. Donc le site d'EDF R&D à Chatou et puis le site de l'École nationale des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée. Donc il ne faut pas oublier non plus notre centre expérimental, le CIRTA, sur le plateau de Saclay. Donc nous nous répartissons à part égale, on va dire, sur les 2 sites de Chatou et de Marne-la-Vallée. Et nous avons une petite équipe donc, sur le site du CIRTA. Donc les profils des chercheurs en fait, sont assez divers, c'est-à-dire qu'il nous faut à la fois des gens qui maîtrisent la physique de l'atmosphère. Il nous faut des gens qui maîtrisent la physico-chimie de l'atmosphère, c'est-à-dire toutes les transformations en fait, des interactions entre les particules, les transformations des gaz qui vont interagir avec l'atmosphère. Donc il nous faut maîtriser tout ça. Et puis il nous faut aussi des numériciens, parce que notre but c'est de pouvoir modéliser, prédire, donc, de façon à pouvoir un peu contrôler ce qu'il se passe. Et on complète donc avec notre centre expérimental pour qualifier nos outils de mesure. Et puis les dernières personnes dont nous avons besoin, donc ce sont des gens qui maîtrisent les mathématiques, l'assimilation de données et tous les problèmes inverses, de façon à pouvoir remonter aux sources, estimer leur localisation et la quantité d'émissions de polluants. Donc chacun a son domaine de prédilection dans sa recherche finalement, c'est ça? Absolument, et on assemble en fait ces différentes briques de compétences de façon à pouvoir répondre aux enjeux de nos tutelles et aux questions sociétales sur lesquelles nous travaillons. Eh bien, ces chercheurs, nous sommes allés à leur rencontre, 2 précisément. Il s'agit de Lia Lugon, qui est ingénieure de recherche, lauréate du Grand Prix de thèse Paris-Est Sup et du Grand Prix de thèse École des Ponts 2022 pour sa thèse sur la modélisation de la qualité de l'air dans les rues de Paris, ainsi que Yelva Roustan, qui est chargée de recherche, dont le domaine de prédilection, eh bien, c'est de mener des recherches sur la pollution atmosphérique en s'appuyant sur la modélisation numérique. On les écoute. Je suis Yelva Roustan, chercheur au CEREA et je travaille depuis un certain nombre d'années sur la modélisation numérique de la qualité de l'air. Au CEREA, nous développons des modèles numériques qui ont pour vocation à aider la prise de décision une fois qu'ils ont été évalués et validés. On passe du stade de la compréhension et de l'intégration, la compréhension des processus dans un modèle, au stade de l'utilisation du modèle pour la prise de décision et orienter la prise de décision pour la réduction des impacts sur la qualité de l'air. Au CEREA, on développe des modèles multi-échelles, c'est-à-dire qui permettent d'une part de faire ce genre de descente d'échelle du continent vers la région ou le centre urbain, mais au-delà encore de continuer à aller à l'échelle du panache lié au site industriel ou à l'échelle du panache lié à la route. Les fonctions d'un chercheur au CEREA sont multiples. Il y a la partie recherche en elle-même où on fait progresser la connaissance. Il y a une partie de formation où on accompagne notamment des jeunes chercheurs. Et puis il y a une partie communication où on transmet les résultats de nos recherches vers des organismes publics comme Air Paris par exemple, qui ont en charge la gestion au quotidien de la qualité de l'air, et aussi des parties de communication vers le grand public plus largement. Alors les chercheurs trouvent régulièrement, la science avance petit à petit, pour ne pas être trop enthousiaste sur les échelles de temps, évidemment. Ce sont des choses qui prennent du temps, qui se font sur la durée. L'expertise se développe également sur la durée et est nécessaire à la recherche. Alors on s'intéresse à la qualité de l'air aujourd'hui parce qu'elle est notamment identifiée comme problématique d'un point de vue sanitaire à l'échelle de la population, avec des impacts marqués et présents, en particulier pour les particules atmosphériques. Et on a d'autres sujets d'intérêt pour la qualité de l'air qui sont liés à des impacts environnementaux, sur les écosystèmes, éventuellement des impacts sur d'autres activités humaines comme le bâti. On va avoir des problèmes d'entretien du bâti liés à la pollution atmosphérique. Tout un tas de bonnes raisons de s'intéresser à la qualité de l'air.
En termes de chiffres, notamment sur l'impact sanitaire, le chiffre qui prévaut depuis un certain nombre d'années en France, c'est un ordre de grandeur de 40 000 décès prématurés liés à la pollution atmosphérique et donc à la qualité de l'air. Je suis Lia Logon, ingénieure de recherche au CEREA. Je suis docteur en modélisation de la qualité de l'air avec un focus surtout dans la modélisation à petite échelle, ça veut dire à l'échelle de la rue, là où la population est exposée. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que même s'il y a une nette amélioration de la qualité de l'air en France et à Paris, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on a toujours de fortes concentrations et on n'arrive pas à respecter les normes réglementaires de l'Organisation mondiale de la santé et des normes européennes non plus. Je travaille aussi avec l'équipe de qualité de l'air au CEREA où on développe et on applique nos modèles de qualité de l'air pour essayer de mieux comprendre justement tous les enjeux liés à la pollution atmosphérique pour qu'on puisse construire des outils scientifiques visant à réduire les concentrations et l'exposition de la population. Nous avons différents modèles CEREA parce qu'en fait, quand on travaille sur la modélisation de la qualité de l'air, il s'agit chaque modèle à une échelle spatiale spécifique. Du coup, nous avons des modèles à l'échelle régionale, ça veut dire à la grande échelle, à l'échelle de la France par exemple. C'est le modèle polaire 3D. Nous avons le modèle à l'échelle locale qui va calculer les concentrations vraiment à l'échelle de la rue, où là c'est le modèle Munich. Et le modèle SSH aérosol, c'est un modèle qui va calculer les interactions physico-chimiques qui vont se passer dans ces échelles-là. Et du coup, pour essayer de représenter tous ces différents phénomènes dans un modèle de qualité de l'air, il faut prendre en compte différentes données d'entrée, notamment la météorologie, comment c'est le champ de vent, les émissions qu'on a dans la ville, les différents types d'émissions, les émissions résidentielles, les émissions de trafic. Et du coup, il faut traiter toutes ces données d'entrée pour qu'on puisse les appliquer dans le modèle et estimer la concentration qu'il y en a de polluants à différentes échelles dans Paris. Pourquoi on s'intéresse autant à la qualité de l'air? Mais c'est surtout par ces enjeux sanitaires, vu que l'Organisation mondiale de la santé estime que nous avons à chaque année 7 milliards de morts prématurées par an. Du coup, en fait, pour essayer de réduire ce nombre qui est énorme, on doit vraiment lutter pour améliorer la qualité de l'air dans les villes. Et c'est surtout justement dans les zones urbaines et dans les rues où nous avons les plus fortes concentrations de polluants atmosphériques. Du coup, il est très important de bien représenter tous les processus liés à la formation et dispersion de polluants pour bien comprendre justement la pollution et essayer de la réduire de façon efficace. Alors, parmi les outils de recherche, le CEREA installe et maintient des instruments de mesure météorologique. Il est fortement impliqué sur le site instrumental de recherche par télédétection atmosphérique, le CIRTA, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, effectivement. Sur le CIRTA, mes collègues ont des instruments principalement de mesure de la dynamique de l'atmosphère, c'est-à-dire la vitesse du vent, la turbulence. Et tous ces éléments qui vous seront décrits après permettent, nous, de valider nos modèles ou, comme on en a parlé juste avant, d'être assimilés pour pouvoir recaler la vitesse du vent dans le modèle. Ça permet vraiment, c'est quelque chose de fondamental, de mesurer les écoulements atmosphériques pour justement démontrer la vraisemblance de ce qu'on simule. Et le petit bruit qu'on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, d'ailleurs, c'est le scan 3D, l'un des outils dont vous nous parliez à l'instant. Et on va aller découvrir ces outils de mesure grâce à Yannick Lefranc et Aurélien Faucheux. Je suis Yannick Lefranc, je travaille à EDF au sein du CEREA sur des activités de mesure météorologique, aérolique, pollution atmosphérique qui impliquent l'ensemble des capteurs possédés par le laboratoire. Un des équipements qui nous sert dans nos études au CEREA est un laser scanner récemment acquis par le laboratoire et qui permet de faire un relevé géométrique de tout ce qui l'entoure. Alors, le principe de fonctionnement, c'est en fait un faisceau laser qui est émis dans toutes les directions et qui va être intercepté par les obstacles présents dans l'environnement, que ce soit le mobilier, même les personnes,
ou l'architecture. Et chaque faisceau qui va être intercepté, le capteur va être capable de dire lequel a été intercepté, à quelle distance et dans quelle direction. Alors ça sert à faire un relevé fin de la géométrie, puisque ça permet d'atteindre des distances jusqu'à 70 mètres, donc des volumes relativement proches jusqu'à 70 mètres de distance, en intérieur comme en extérieur. Alors on imagine effectivement que ce qui va être derrière l'obstacle ne peut pas être perçu ni détecté par l'instrument, et donc en fait c'est la multiplication des plans qui vont permettre de reconstituer au final le volume global autour de l'instrument. Alors dans les détails, en fait, on a une source lumineuse qui est au sein de l'instrument. Et alors pour que le bombardement ait lieu dans toutes les directions relativement vite, c'est un miroir incliné qui va tourner très vite et qui va permettre de diffuser le rayon dans toutes les directions très rapidement. En plus, il y a une rotation sur lui-même, ce qui va couvrir tout le champ à 360. Et donc en multipliant les scans, après à la reconstruction par un logiciel, on va pouvoir soit automatiquement identifier des pans communs entre différentes séquences, et le logiciel va être capable de reconstruire et de recoller les scans entre eux. Et puis quelquefois il a du mal à s'y retrouver, donc manuellement on peut ajuster le recollement en identifiant à la main des plans, des objets ou des arêtes de façon à faire le lien, et à la fin ça nous permet de reconstituer le volume en global. Le premier exemple où on a mis en œuvre cet équipement-là, c'était dans un appartement de Villiers-sur-Marne, de façon à prouver l'efficacité de la ventilation qui était dans l'appartement, en refaisant un relevé géométrique complet de toutes les pièces qui structuraient l'appartement. Donc l'objectif final, comme on l'a dit, c'est d'avoir un maillage relativement fin de tout l'environnement que l'on va pouvoir projeter après dans des outils de simulation, soit pour illustrer des phénomènes d'écoulement ou matérialiser des phénomènes physiques ou des gradients de température ou des champs de pression, enfin peu importe, de projeter ça dans un environnement réaliste où les mesures ont été simulées pour nos études. Le CIRTA est un des lieux sur lesquels nous intervenons avec une instrumentation permanente, mais aussi des campagnes plus ponctuelles quand on recherche un phénomène météorologique très ciblé par exemple. Je suis Aurélien Faucheux, je travaille pour l'école des ponts et chaussées au sein du CEREA. J'ai en charge les instruments du CEREA qui sont installés soit en campagne de mesure, soit de façon plus pérenne sur le site du CIRTA à Palaiseau. Le CIRTA, c'est le site instrumental de recherche en télédétection atmosphérique. C'est le site instrumental d'un regroupement de laboratoires qui amène sur site chacun son expertise en termes de capteurs, mais peut aussi bénéficier de l'expertise des autres laboratoires et aller fournir ces données et aller piocher dans les données des laboratoires partenaires. Mon job, c'est d'installer les capteurs, de vérifier qu'ils fonctionnent bien, de les réparer et de s'assurer que la donnée est bien enregistrée et que la donnée enregistrée est de qualité. Au CIRTA, il y a un mât de 50 mètres qu'on a équipé sur plusieurs niveaux avec des anémomètres ultrasoniques qui permettent de faire des mesures de vent. Ces données sur un profil du sol à 50 mètres nous permettent de faire des comparaisons avec d'autres types de capteurs qui, depuis le sol, font des mesures à des niveaux inférieurs, de confronter ces mesures à des mesures précises au niveau comparable. Et ça nous permet aussi d'avoir des mesures pour alimenter nos modèles numériques. Le but des mesures long terme, c'est d'avoir des longues séries de données, et un but commun avec les campagnes de mesure qu'on peut faire, c'est d'aller confronter ces données aux modèles réalisés par le laboratoire. Plus on va loin dans la précision, plus on est entaché d'erreurs, et on essaye de corriger ces erreurs. Bon, merci à Yannick et à Aurélien, j'ai bien tout compris, mais j'ai une petite question néanmoins. Quand justement ces informations sont incomplètes ou partielles, comment ça se passe ? À ce moment-là, on va pouvoir utiliser les données qui sont surabondantes à certains endroits pour pouvoir remonter à la source en fait, de nos émissions, pouvoir qualifier les quantités de polluants, mais on peut aussi utiliser ces données qui sont surabondantes pour pouvoir derrière pronostiquer, par exemple en ayant des informations sur le climat d'hier ou d'avant-hier, je vais utiliser l'ensemble de ces données pour pouvoir prédire le climat de demain.
Je pense que la simulation de données qui sera très bien présentée par Marc, qui est un grand spécialiste du domaine, c'est quelque chose qui historiquement s'est développé par la météo. Et justement, c'est comment recaler un modèle de météo globale à partir de données éparses qu'on capte tous les jours pour pouvoir simuler le temps de demain. Et la complexité, c'est qu'on réalise tout ça sur un système qui est chaotique. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir le temps à une échéance plus lointaine que quelques dizaines de jours, on va dire. D'accord, Marc Boquet, directeur adjoint du CEREA, eh bien qu'on écoute tout de suite. Donc, je suis Marc Boquet, je suis chercheur et professeur à l'École des Ponts et je travaille donc dans le laboratoire CEREA qui est commun à EDF R&D et l'École des Ponts. Et je suis également directeur adjoint, un des 2 directeurs adjoints du CEREA. Alors donc la simulation de données, c'est un ensemble de méthodes mathématiques qui permettent de combiner de façon, on l'espère, optimale, 2 sources d'informations qu'on utilise dans les modèles géophysiques et en particulier en chimie atmosphérique, qui sont les modèles numériques, qui représentent la physique et qu'on code sur ordinateur, et d'autre part les observations dont on dispose. Et donc la simulation de données va essayer de combiner les deux de façon mathématiquement optimale dans le but d'avoir une estimation de l'état de l'atmosphère, donc des espèces chimiques, la plus précise possible, en essayant de réduire au maximum les incertitudes. Donc, une application encore plus naturelle des problèmes inverses en chimie atmosphérique, c'est d'essayer de remonter à l'émission d'un accident en fait, où un polluant a été relâché dans l'atmosphère. Et l'exemple typique, c'est celui de Tchernobyl, Fukushima et d'autres événements pour lesquels des radionucléides, qui peuvent être dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement, ont été émis. Là, on a typiquement l'exemple d'un épisode réel qui a eu lieu donc en septembre-octobre 2017, qui est lié à un radioisotope qui a été détecté dans l'atmosphère, qui s'appelle le ruthénium-106. Et voilà une simulation que nos collègues de l'IRSN et nous-mêmes avons réalisée, où on voit en fait d'abord les précipitations qu'on voit en bleu ici, qui sont importantes pour savoir où les radionucléides vont être projetés au sol, donc où il pourrait être dangereux en fait d'aller manger tout simplement des végétaux. Et puis vous avez ici, sur cette échelle donc, du blanc au marron, les concentrations d'activité. C'est vraiment les concentrations du radionucléide. Ça mesure vraiment la radioactivité associée à ce ruthénium-106. Et donc là, on voit typiquement voilà, la source suspectée ici, dans l'Oural. Et voyez là, le déclenchement du panache. Voilà une simulation en fait. Et quand un des points s'allume, c'est une station de mesure en Europe et qui à ce moment-là mesure précisément détecte du ruthénium-106. Et la simulation, vous voyez tout ce panache donc jaune, c'est en fait le ruthénium qui est modélisé par le modèle. Merci Marc Boquet, c'était bien précis. Il y a un élément qu'on n'a pas vraiment évoqué, ou très peu, c'est le code Saturne, Martin. Ça veut dire quoi? C'est quoi le code Saturne? Alors, le logiciel Code Saturne, c'est un logiciel open source de CFD, donc de mécanique des fluides numériques, qui cherche à résoudre les écoulements d'air, d'eau, donc là en l'occurrence d'air, pour savoir leur vitesse, leur pression, et être en mesure de calculer de la dispersion de polluants. Alors on a différents modèles qui permettent de disperser des particules lagrangiennes dans un écoulement turbulent par exemple, ou on peut travailler aussi sur tout ce qui est méthode numérique pour essayer d'être plus précis en termes de modélisation de la turbulence, de correctement caractériser tout ce qui est stabilité atmosphérique notamment. Donc ça fait partie des travaux qui nous conduisent à continuer le développement de ce logiciel et à le rendre plus performant. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, Patrick, Martin, sur justement le CEREA et sa globalité, tout ce que le CEREA étudie, recherche? Je pense qu'effectivement, vous avez eu un panorama assez complet de l'ensemble de nos compétences et de comment on les utilisait afin de résoudre des problématiques sociétales qui nous touchent de très près. Oui, parce que c'est ça l'objectif, on le rappelle, c'est que c'est pour la société, pour la santé de tous. Quelles sont les prochaines étapes à venir? Mais tout d'abord, nous allons fêter donc les 20 ans de notre laboratoire. Et à cette occasion, nous allons redéfinir avec nos tutelles
les thématiques scientifiques et techniques qui constituent le cœur de ce laboratoire, de façon à pouvoir poursuivre l'aventure avec nos soutiens. On va suivre ça de près. Martin, Patrick, merci infiniment. Et nous, on est sur le pont. On vous tient au courant. À bientôt.